on va y aller. On va inaugurer cette dernière conférence table ronde de Top Logistique. Merci beaucoup à tous d'être là et j'ai l'immense joie et l'honneur d'accueillir Lalou Rouquayrol qui est avec nous pour faire un petit échange de 20 minutes et il y aura, si vous le voulez, aussi des questions à la fin de notre discussion. Lalou, merci beaucoup de ta présence. Et ce que je te propose, c'est pour les gens qui ne te connaîtraient pas, de te présenter et voilà qui tu es et ce que tu as fait surtout. Bonjour Jérôme, bonjour à tous. Lalou Rouquayrol, 40 ans de course au large cette année. J'ai commencé la course au large en 1985 par la Mini Transat, qui est vraiment le bac en tous les cas, donc le point de passage obligatoire quand on va en faire son métier. Donc j'ai fait la première Mini qui partait de Brest, qui partait de France. Et à la suite de ça, je me suis dit à l'époque j'étais marine marchande et je me suis dit je vais arrêter la marine marchande et je vais plutôt aller naviguer sur des bateaux à voile. Ça me semble correspondre peut-être un peu plus à mon état d'esprit. Et donc à partir de là, j'ai après plus navigué que sur des multicoques. Donc je m'en suis fait un peu ma spécialité. J'ai navigué à peu près sur tout ce qui flottait à 2 ou 3 coques. C'est-à-dire j'ai fait du prao, qui sont des engins assez incroyables, sans avant, sans arrière, ou avec 2 avant, 2 arrière, qui marchent dans les 2 sens. J'ai navigué sur des trimarans, sur des catamarans. Là, j'étais récemment sur un cata de 34 mètres, un ancien Club Med, entre autres, voilà. Et j'ai eu une grande période de skipper de Banque Populaire, dont ma première route du Rhum ici à Saint-Malo, en 2000. 2000, il y en a certains qui s'en souviennent, c'est 18 multicoques au départ. En fait, ça c'était jamais vu. C'est-à-dire la route du Rhum, c'est quand même vraiment une course liée au multicoque, comme le Vendée Globe au monocoque. Et 18 bateaux au départ, c'était extraordinaire. Sauf que cette année-là, il y a eu des conditions un peu difficiles, dans le golfe de Gascogne notamment. On est 3 à l'arrivée au final. Et donc je suis le seul à pas m'être arrêté cette année-là. À traverser, j'aurais peut-être mieux fait d'ailleurs de m'arrêter parce que globalement, mon bateau était complètement défoncé, détruit à l'arrivée. Voilà, première route du Rhum pour moi en 2000. Et puis derrière, voilà, mes amis banquiers populaires avaient une autre vision peut-être de la voile que la mienne. Et ça m'a permis de rebondir et de monter une entreprise qui s'appelle au départ Lalou Multi, qui maintenant s'appelle NST, Neo Sailing Technology, et dans laquelle on a développé un programme de construction de multicoques de 50 pieds, 15 mètres de long. Mon partenaire principal c'était Arkema, j'ai eu 10 ans de collaboration avec Arkema, avec qui on a pu développer faire beaucoup de R&D également au niveau de l'entreprise, et on a construit une écurie de course avec plusieurs bateaux. Aujourd'hui on a encore un Mini, on a un Classe 40, on a un Figaro, on a un Open 570, on a plusieurs bateaux et on forme des jeunes à la course au large, souvent de jeunes bretons d'ailleurs. Il y a un vivier ici en Bretagne assez important. On forme ces jeunes à la course au large et en même temps on construit leurs bateaux. Ou en tous les cas, peut-être notre particularité, c'est de les mettre à la construction de leurs propres bateaux ou des bateaux de leurs collègues. Ce qui leur permet d'avoir une vraie notion, une vraie connaissance de ce que c'est que comme bateau de course, à la base, de la structure, de ce que ça représente mécaniquement et peut-être une meilleure connaissance derrière de ce que sera leur métier. Et à ce sujet, tu me disais tout à l'heure qu'on a une connaissance en commun qui était Laurent Bourgnon, malheureusement qui n'est plus là, mais on connaît aussi son fils Basile, et tu es en train justement son bateau va bientôt sortir, là, c'est cela, hein? Alors on va mettre son bateau à l'eau avant le 15 juillet là, enfin on espère. Il est en fin de construction et effectivement on construit pour Basile, pour Edenred, son partenaire, mais en tous les cas on construit pour Basile son futur trimaran qui sera un trimaran avec lequel il va partir l'année prochaine pour la route du Rhum. En tous les cas c'est l'objectif de ce bateau. Et c'est un bateau qui a été fait, qui est fait dans nos moules, dans les moules de Kraken qui était l'ex Arkema 4.
Et justement, il y a des spécificités techniques justement pour ces bateaux et tu apportes des innovations sur l'architecture, les matériaux, les composites, etc. Alors, on a un bureau d'études évidemment, donc comme la plupart des chantiers aujourd'hui, mais bon, techniquement, en fait, on fait quand même confiance à l'architecte notamment. Non, par contre, là où on a pu avec Basile travailler, c'est donc sur les matériaux composites recyclables, notamment Hélium, qui est une résine donc en PMMA, donc 100% thermoplastique, donc du coup qui peut rentrer dans un cycle donc de recyclage, et on lui a fait une partie donc du pont. Tout le pont en avant est constitué donc avec cette résine. Donc c'est de la fibre de verre assez classique, mais avec une résine recyclable, donc ce qui permet de recycler environ entre 95 et 97% donc de la matière, à la fois la fibre et à la fois donc la résine. Donc ce matériau on l'a développé sur notre Mini d'abord en 2017. Mini qui existe toujours, c'est notre référence. Donc on en ponctionne des morceaux de temps en temps donc avec Arkema pour voir comment vieillit la matière, comment ça se passe dans le temps avec cette matière. Mais bon, pour l'instant on est plutôt, je touche du bois, on est plutôt rassuré, et donc c'est ce qui nous permet donc d'envisager effectivement ce type de construction, à la fois pour nous puisqu'on prend le risque donc de mettre en œuvre ce matériau, mais à la fois aussi maintenant pour des clients quoi. Et Basile donc en fait partie. D'accord. Et alors pour faire le lien avec la conférence qui va venir juste après, quand on parle de transport, de logistique, qu'est-ce que ça t'évoque? Ça t'évoque le commerce peut-être, les avancées aussi de ce que l'on voit, les projets que l'on découvre de plus en plus autour du retour du transport vélique. Qu'est-ce que ça t'évoque? En fait, tout ça, c'est pas fortuit. C'est-à-dire qu'en gros, quand je fais de la formation ou quand je parle avec les jeunes qui travaillent avec moi, je leur explique. C'est peut-être ma vision des choses, elle est peut-être un peu romantique, mais bon, globalement, je leur explique d'où on vient. C'est-à-dire qu'en gros, le transport maritime notamment, c'est des bateaux à voile d'abord qui ont commencé à traverser la Méditerranée, puis l'Atlantique, puis les océans autour du monde. Ces bateaux, ils ont évolué donc dans le temps. On était hier donc sur un bateau relativement ancien, en bois, qui est pas très très rapide. Et puis au fur et à mesure, donc les technologies avançant, on est passé sur des bateaux moderne, en tous les cas. Donc on est il y a une centaine d'années avec des cargos à voile optimisés où on diminue donc le nombre de marins à bord, où on a des bateaux qui sont de plus en plus performants. Donc j'en parlais tout à l'heure, mais pour moi ma référence c'est donc France 2, qui est un 5 mâts barque, un des derniers gros navires porteurs donc français produits, qui est mis à l'eau en 1913, qui par bonheur passe la Première Guerre mondiale sans se faire torpiller, et qui derrière donc aligne des moyennes de 220, 230 000 jours. Donc on est sur des moyennes quasiment de bateaux de course. Donc c'est des bateaux extrêmement rapides qui sont vraiment conçus, pensés pour la mer et pour le travail à la mer à la voile. Et puis derrière, qui malheureusement donc sont dépassés par la régularité des moteurs, et donc on a un siècle de quasiment donc de bateaux à moteur. Mais notre métier, donc aujourd'hui en tous les cas de coureur de course au large, vient de là. C'est-à-dire qu'en fait la course, donc nos ancêtres la faisaient sur des bateaux à voile pour arriver le plus vite possible donc de l'autre côté, vendre le mieux possible donc sa marchandise, etc. Donc nous on vient de ça. Donc déjà cet état d'esprit, j'essaye de le transmettre aux jeunes avec qui je travaille. Donc ça, je pense que c'est important parce que ça leur permet d'avoir une vision globale donc de ce métier donc de coureur au large. Et puis ensuite, donc évidemment, moi je suis issu de la marine marchande. Donc mon père était marin de marine marchande. Donc j'ai fait mon école de marine marchande à Marseille. Et donc globalement, si tu veux, le transport maritime, ça a toujours été quelque chose qui m'a interpellé en tous les cas. Donc voilà. Donc effectivement, je me suis jeune, je ne me posais pas la question. Il y a des cargos à moteur, tout va bien. Et puis aujourd'hui, donc quand on voit la transmission, donc ce qui est en train de se passer, qui est assez unique en France, où on a une volonté donc du transport décarboné, donc en passant par le 100% voile
ou le mixte, donc sur des propulsions mixtes, voile et moteur pour garantir des temps de transport, etc., etc. Donc, en fait, je me dis que finalement, c'est peut-être le prolongement de ce qu'on fait sur l'eau. C'est peut-être aussi une part donc de toute cette technologie à mener par les bateaux de course qui permet de développer un état d'esprit, de développer aussi certaines technologies et certaines avancées donc technologiques ou techniques pour permettre à des bateaux à la voile donc d'avancer. Je pense aux ailes de kite par exemple, mais que certains mettent sur les bateaux, sur des chargeurs mixtes. Sur les conteneurs, le projet de Yves Parlier, Par c'est exemple, ça, ouais. qui est une énorme voile en forme de kite qui va aider à la propulsion des porte-conteneurs, Voilà, par exemple. qui permettra de gagner entre 8 et 15% peut-être de carburant. Donc tout ça, c'est plutôt du gain. Mais je pense aussi donc à des bateaux peut-être un peu plus orientés, donc voile, notamment donc tout l'armement donc Grand Sail qui a amené une vraie vision donc de ce que sont les bateaux, de ce que peut être un bateau chargeur à la voile, donc 100% à la voile, et qui sont des bateaux à voile. Donc à la base, ne serait-ce que le bateau, il suffit de le regarder. Voilà, je veux dire, c'est un bateau de course, mais on n'en est pas très loin, quoi. Donc tout ça, c'est là où donc le romantique en moi ressort, c'est-à-dire qu'en gros, j'ose penser que si tu veux, c'est peut-être finalement ce qu'on a amené donc avec nos bateaux de course, donc ce qu'a amené d'abord Tabarly, parce que tout ça c'est l'histoire finalement. Donc Tabarly gagne en 64 donc l'Ostar, donc la première course donc en solitaire. Derrière, il y a un engouement donc des Français sur la voile et sur voilà l'accès donc à la voile en général. À partir de là, si tu veux, il y a donc cet engouement donc se poursuit. On arrive à une structuration donc de la course au large, et notamment faut quand même voir ce qui se passe à Lorient, à la Trinité, mais Lorient surtout donc avec un centre extraordinaire donc de concentration donc de bateaux à voile, une technologie donc importante pour faire marcher ces bateaux à voile, et ça c'est unique. C'est quand je dis c'est unique, c'est-à-dire que on a une vraie plus-value en France donc concernant donc ce type de machines pour les faire marcher, pour les mettre au point, pour derrière les construire également. Et toutes ces petites avancées finalement peut-être donnent la réflexion, donnent l'envie à certains amateurs de prendre le risque de se dire ouais, pourquoi est-ce qu'on ne transporterait pas donc à la voile aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on ne gagnerait pas donc un peu de carbone donc dans nos transports, pourquoi est-ce que on a besoin donc de dépenser beaucoup de pétrole pour transporter des marchandises neutres. Et justement, cette tendance, tu considères que, bon, j'imagine que c'est très positif, mais tu la vois comme quelque chose qui va s'inscrire dans le temps et dans la durée. Est-ce que tu penses que à un moment donné, c'est une mode, mais j'ai pas envie de dire ça, mais voilà, on parle beaucoup de décarbonation, on va en parler juste après. Est-ce que tu sens que ça va s'inscrire dans le temps, parce qu'il y a quand même pas mal de projets. Il y a ICO du côté de Marseille, il y a Grain de Sel qui est basé ici, il y a Neoline, il y a Tote également, etc. Enfin, il y a pas mal on voit pas mal d'armateurs, de sociétés qui s'y mettent, et on a l'impression que c'est une lame de fond, et moi je trouve que c'est très positif. Mais est-ce que tu penses que c'est vraiment voilà une vraie tendance lourde qui va s'inscrire dans le temps? Je l'espère. C'est peut-être un vœu pieux, mais bon, globalement, je l'espère. Je pense que de toute façon, il va falloir qu'on y vienne, quoi qu'il arrive. C'est une question de survie humaine, hein, tout simplement. Donc, à un moment donné, il va falloir quand même qu'on soit un peu plus raisonnable que ce qu'on a été jusqu'à maintenant. Donc, fatalement, il va falloir trouver des solutions. Les solutions, on les a naturellement, c'est-à-dire on a le vent, on a aussi le soleil, on a enfin, en tous les cas, des solutions naturelles qui nous permettent donc de créer ou de produire donc de l'énergie. On n'est peut-être pas encore tout à fait prêt. Il y a encore pas mal de freins culturels donc à franchir, mais très probablement on va devoir y passer. On a aussi un créneau en France, donc on a une chance inouïe, c'est donc d'avoir malgré tout une avance technologique sur certains de nos concurrents commerciaux, donc sur ce type donc d'avancée.
parce que voilà, parce qu'on a des coureurs, mais parce qu'aussi on a peut-être des techniques, des chantiers qui nous permettent donc d'être un peu en avance, donc pas beaucoup, mais en tous les cas, donc on est toujours un peu en avance donc sur ce type de construction et sur ce type d'avancée. Donc globalement, si on s'en saisit, le créneau est vraiment favorable pour qu'on ait donc un développement de nos machines à voile 100% ou mixte en développement au niveau maritime et donc au niveau du fret maritime. Ok, merci beaucoup. Je vois qu'on est bientôt sur les 15 minutes. Je voudrais laisser aussi la possibilité de poser 2-3 questions si vous le souhaitez au sein du public. Je ne sais pas si, profitez-en, si vous avez des réflexions ou une question à poser, n'hésitez pas. C'est toujours la première question qui est toujours compliquée, mais si Olivier. Oui, merci Lalouge. On se connaissait un petit peu et j'apprécie en fait derrière la technique et tout ça, finalement la philosophie que tu développes autour de ça, c'est essayer de faire mieux, mais aussi moins, je pense. Il ne faut pas qu'on continue à espérer transporter autant de marchandises autour du monde de façon décarbonée. Ce sera évidemment très compliqué. Mais on peut donner à voir des systèmes, je pense, très efficaces. Mais il faudra downsizer un peu la flotte. Aujourd'hui, il y a 60 000 ou 80 000 navires sur l'océan. Je pense que c'est une bonne approche, en tout cas, que celle de Lalou. Et évidemment, avec une passerelle entre la course au large et les cargos. Donc, moi, j'encourage, en fait, ce type de démarche. Oui, c'est un point de vue très intéressant, je trouve, effectivement. Oui, enfin, en tous les cas, je pense qu'il ne faut pas dissocier effectivement l'histoire, donc d'où on vient, donc comment est-ce que on a pu arriver à faire des bateaux aussi performants, les oublier. Donc, je parle des bateaux donc à voile, des anciens cargos à voile. Oublier donc toute cette technologie pour la transformer et aujourd'hui ne pas en tenir compte pour revenir. Quand on parle de freins culturels, par exemple, donc la marine marchande aujourd'hui est très en retard pour arriver à former les équipages à la voile. Alors donc il y a des cours qui se sont réouverts récemment, donc ça veut dire qu'il y a une conscience malgré tout qui arrive ou qui revient, mais il va falloir je pense extrêmement vigilant pour justement arriver à basculer ces freins. Et on a cette chance aujourd'hui en France, donc voilà, d'avoir cette conscience-là. Peut-être qu'on est un peu en avance donc par rapport à nos concurrents asiatiques, notamment sur la formation donc des équipages. Et je pense que ça, il faut vraiment qu'on s'en saisisse. Et ça, la course au large a le moyen d'aller former des équipages donc à la voile. Donc vraiment avec une philosophie particulière, puisqu'on ne navigue pas sur un bateau à voile comme on navigue sur un cargo à moteur. Très clairement, on est obligé donc de faire attention au chargement, à la gîte, enfin en tous les cas un certain nombre de choses qui font qu'un bateau avance. Et ça, globalement, si on n'est pas formé spécifiquement pour, on aura du mal. Et donc, dans l'ensemble de la filière, il y a évidemment la construction, il y a évidemment donc l'exploitation des bateaux, mais il y a aussi la formation donc des gens et des marins donc derrière qui vont armer les bateaux. Et je pense que ça fait partie donc des choses qu'il va falloir en tous les cas sur lesquelles il va falloir qu'on travaille très très activement, quoi. Ok, très bien, merci. Une dernière question avant que on passe à la suite de la conférence, la deuxième partie. Non ? Eh bien, écoutez, dans ce cas-là, on va clôturer, Lalou. Encore un grand merci pour ta présence. C'était un honneur de pouvoir échanger avec toi et que tu fasses profiter de toute ton expérience. Et puis, je t'ai encore un petit peu là. Si jamais les gens veulent t'interpeller, je pense qu'il n'y a pas de problème. Ah non, au contraire, avec plaisir. J'ai eu le plaisir aussi hier de discuter avec 2-3 personnes à bord de l'Étoile du Roi. Donc, c'est avec plaisir. Okay. Merci beaucoup. Merci, on peut l'applaudir. Merci. Maintenant, j'invite Céline à monter sur scène. Et Céline, je te laisserai introduire tes invités. Oui, j'invite sur scène 1, 2. Là, c'est mieux. Voilà. Bonjour à toutes et à tous. J'invite sur scène donc Charles Dubuis, Mathieu Lahaye et Olivier Barraud, s'il vous plaît. Et on va pouvoir commencer. Donc ce micro, j'ai l'impression, ne fonctionne pas. Je ne sais pas si c'est possible de...
hop, on va faire un petit changement. Merci, Jérôme. Eh ben, parfait. Charles, je t'en donne un. Je l'ai donné à Jérôme. Hey. Hop. 1, 2. Alors en premier lieu, un grand merci à Lalo Rouquayrol et à Jérôme Le Tumontois pour cette belle introduction. Je suis ravie d'animer cette table ronde autour de la décarbonation du fret. C'est un sujet effectivement majeur pour la survie de l'humanité, comme l'a souligné Lalou. Et nous avons également appris la semaine dernière que limiter le réchauffement climatique à plus 1,5 degré par rapport à l'ère pré-industrielle était désormais impossible. Et quelle doit être notre nouvelle cible ? Nous sommes ambitieux, nous sommes logisticiens, donc je vous propose plus 1,51 degré. Voilà. Et donc il va falloir trouver des solutions ensemble pour y arriver. Et tous les secteurs d'activité économique doivent s'y mettre, dont le transport de marchandises. Et donc, nous allons voir un peu plus en profondeur avec Charles dans quelques instants. Mais le transport de marchandises, aujourd'hui, émet 9% des émissions de gaz à effet de serre à l'échelle nationale. Donc, c'est quand même pas rien. Et également, ce sera détaillé par Charles tout à l'heure, 83% du transport de marchandises, aujourd'hui, en volume, est réalisé en camion. Donc, il va falloir trouver des solutions alternatives, sachant qu'aujourd'hui, même le fret ferroviaire, dont nous parlerons avec Mathieu Lahaye tout à l'heure, plafonne à 9,9%, alors que la moyenne européenne est à 17%. Donc, on va voir comment trouver des solutions à tout cela. L'heure est aux solutions. Et donc, pour en discuter, je vais laisser nos intervenants se présenter. On va commencer par vous, Olivier Barraud. Oui, donc je suis Olivier Barraud, président et cofondateur du groupe Grand Sail. Mais là, aujourd'hui, je représente surtout Lise de Trimont, qui est l'animatrice finalement de Winship, donc une association qui milite pour le développement des systèmes véliques sur les navires. Donc voilà, je vais essayer de faire ce que je peux. D'habitude, j'ai aucune note, mais là, j'en ai quelques-unes quand même, parce que il faut que je respecte ce que Lise aurait dit si elle avait été là. Voilà. Merci. Mathieu ? Donc, je suis Mathieu Lahaye, je suis le directeur général du groupe Lahaye Global Logistique. Donc, entreprise familiale, je fais partie de la 3e génération. Et donc, on fait tout un panel de métiers, mais dont depuis plus d'une dizaine d'années maintenant, du transport combiné rail-route, opérateur de transport combiné, gestionnaire de terminal ferroviaire en Bretagne. Donc, on parlera de tout ça tout à l'heure. Merci beaucoup. Et donc, Charles. Bonjour à tous. Ravi d'être là pour ce sujet qui est important et enthousiasmant. J'espère qu'on arrivera à vous faire passer ce message. Charles Dubuix, du coup, moi, je suis responsable décarbonation dans une entreprise qui s'appelle Oversea, qui est commissionnaire de transport sur des flux internationaux. Et on est aussi là avec notre business unit OneChain, qui est éditeur de TMS. Et accessoirement, je suis aussi le pilote d'un atelier pour engager les chargeurs sur ces questions de décarbonation de transport, qui s'appelle la fresque du fret. Et on fait des petits ateliers flash pour vous le faire découvrir. Il y en avait un ce matin à 8h30. Il y en a un à 14h30 aussi, si vous voulez vous joindre à nous. Merci beaucoup et encore merci à tous les trois d'être présents ce matin. On va continuer avec vous, Charles. J'ai présenté quelques chiffres à la grosse dans mon introduction, mais de manière un peu plus détaillée. Est-ce que vous pourriez nous expliquer quelles sont les émissions de gaz à effet de serre en France, également dans le monde, du fait du transport de marchandises ? Ouais. Du coup, moi, je vais brosser un petit peu le panorama, enfin l'état des lieux aujourd'hui. Aujourd'hui, le fret, ça représente 10% des émissions mondiales de CO2. Et comme disait Céline, c'est à peu près la même chose en France, environ 10%. 10%, ça peut paraître pas beaucoup. À titre de comparaison, l'Inde, 1,5 milliard d'habitants, c'est moins de 8% des émissions mondiales de CO2. Du coup, ça reste un gros bébé. Si on zoome un petit peu sur les différents modes de transport qu'on utilise, du coup là, j'ai arrondi les chiffres pour que vous puissiez les retenir plus facilement, mais la grosse majorité des émissions, elles proviennent de la route. La route, quand bien même, c'est pas là où on déplace le plus de marchandises. C'est un mode qui est très inefficace d'un point de vue énergétique et du coup CO2. Et du coup, ça représente 70% des émissions mondiales de CO2. C'est encore plus en France parce que du coup, l'aérien et le maritime sont pas représentés en France. Le deuxième, du coup, c'est le maritime qui, pour le coup, c'est l'inverse. L'immense majorité des marchandises dans le monde sont transportées en maritime, 70%.
mais ça représente que 15% des émissions mondiales parce que c'est très efficace en fait, rapporté à la boîte transportée. On en parlait ce matin, mais les grands porte-conteneurs aujourd'hui dans le monde, c'est 25 000 boîtes, 25 000 conteneurs. Si on les mettait les uns derrière les autres, c'est un train de 150 km de long. Il n'a pas quitté la gare de Paris, qu'il est déjà à la gare de Reims. Du coup, c'est des gros bébés, ça fait un transport efficace. Après, il y a le ferroviaire et à la fin, l'aérien, que 5%, mais c'est 5% pour quasiment pour un volume de marchandises transportées super faible. C'est moins d'1%, 0,25%. Et c'est un secteur qui est en forte croissance. Si on parle un petit peu justement de dynamique, qu'est-ce qu'on peut voir si on se projette Lalou avait cette perspective historique que moi j'aime bien aussi. Si on prend un petit peu de hauteur, avant la révolution industrielle, pas d'émissions mondiales de gaz à effet de serre parce qu'on sortait pas d'énergie fossile, quoi. On commence à en sortir depuis 1950. Et ce qu'on voit, c'est que là, c'est un graphique en France sur tous les transports. Du coup, il y a aussi le passager, mais les marchandises suivent la même trajectoire. On a connu qu'une dynamique d'augmentation des émissions. Et c'est la seule chose qu'on a connue depuis les 150 dernières années. Et du coup, ça, c'est la courbe bleue que vous voyez. C'est l'évolution des émissions françaises des transports. Ça fait que croître. En vert, ce que vous voyez, c'est la stratégie nationale bas carbone française. Du coup, c'est la feuille de route que s'est donnée l'État. Qu'est-ce qu'on voit ? On voit qu'on va complètement dans l'autre sens. Et pareil, ça a été un petit peu évoqué tout à l'heure. Ce que ça veut dire, c'est dans le transport de marchandises, il y a peu de certitude de quelles vont être les dynamiques dans les années prochaines, quels vont être les taux. Par contre, il y a une certitude, c'est que dans les 25 prochaines années, il va y avoir des transformations hyper profondes sur la façon de faire du transport, si on a envie de suivre cette courbe-là. Parce que si on veut transporter autant ou un petit peu moins ou un petit peu plus en suivant cette courbe-là, ça demande des transformations très importantes. Et là, je vais parler un petit peu des transformations. En fait, on en a parlé dans ces 2 jours. Il y a plein de gens qui ont parlé de transformation. Et moi, ce que je vais essayer de donner, c'est un cadre de réflexion qui provient de la littérature scientifique et qui permet un petit peu de cadrer ce débat et de voir les différentes stratégies qu'on peut avoir en place pour décarboner le transport. Et en fait, bonne nouvelle, il n'y en a que 5. Et c'est une identité mathématique. Du coup, il n'y en a vraiment que 5. Si vous trouvez quelque chose qui n'est pas dans les 5 que je vais vous montrer, je peux vous donner de l'argent. Vous venez au stand One Chain et on parlera gros sous. Du coup, le but, c'est de diminuer les émissions de CO2. Et du coup, il y a 5 stratégies possibles. La première, c'est de diminuer la demande de transport. La demande de transport, on la mesure en tonnes-kilomètres. Du coup, soit on réduit des tonnes, soit on réduit des kilomètres. Merci. Exactement. Et du coup, ça, on en a parlé un petit peu hier sur la table ronde sur l'économie circulaire. Il y avait cette idée de comment on arrive à créer de la valeur, à créer du chiffre d'affaires en étant moins intense en matériaux, avec de la réutilisation, de la location, de la réparabilité. Moins de kilomètres, ça a été aussi évoqué dans les 2 jours. Optimiser les schémas de distribution, rapprocher les chaînes de valeur. Voilà. Du coup, ça, c'est le premier levier. Et c'est le plus influent parce que ça se lit vraiment de gauche à droite, tout va s'influencer. Le deuxième, c'est le report modal. Et on va en parler au ferroviaire. On peut en parler aussi entre l'aérien et le maritime. Et là, j'ai envie de casser un petit peu la dynamique de table ronde et de vous proposer un petit jeu. Ceux qui ont participé à la fresque ce matin, ils le connaissent. C'est le 110-1. À gauche, du coup, 110-1, c'est l'intensité carbone de différents modes de transport. 100, c'est le plus émetteur, 1, c'est le moins émetteur. À votre avis, qui est 100 ? Et du coup, plutôt que vous demandez de parler, je vais vous demander, est-ce que vous pensez que le routier, c'est 100 à main levée ? Il y a routier, aérien, maritime, ferroviaire comme mode de transport. Qui pense que routier, c'est 100 ? Un petit peu. Qui pense que aérien, c'est 100 ? Un petit peu plus. Maritime ? On a 2 personnes. Ferroviaire ? Personne. Très bonne image du ferroviaire. Effectivement, en fait, l'intelligence collective marche bien. La plupart des gens avaient dit aérien. Du coup, l'aérien, le routier, et après le ferroviaire et le maritime, le ferroviaire en France et le maritime sur des gros porte-conteneurs. Du coup, ce qu'on voit, c'est que le report modal, ça veut dire passer d'un mode de transport à l'autre. Ça veut dire que si on passe d'aérien à du maritime, on divise par 100 ses émissions de CO2. C'est énorme. Si on passe d'aérien à routier, on divise par 10. Si on passe de routier à ferroviaire, on divise par 10. Du coup, c'est des ordres de grandeur. Bien sûr, on n'est pas à l'échelle exacte, mais ça permet de prendre des décisions. Et je passerai plus rapidement sur les 3 derniers.
éviter de transporter du vide. Transporter un camion avec du vide, c'est pas très intelligent. Du coup, facteur de remplissage, et là, il y a plein de solutions concrètes qui ont été évoquées. Faire de la consolidation, de la mutualisation, travailler sur les plans de chargement, la palettisation, voilà. L'efficacité énergétique, c'est aussi évoqué. Le Vélic en fait partie. L'idée, c'est combien d'énergie j'ai besoin avec mon véhicule pour transporter une tonne sur 1 kilomètre. Du coup, ça peut être soit des leviers technologiques, travailler sur les moteurs, utiliser le vent. Ça peut être aussi des leviers organisationnels. Ralentir, faire de l'éco-conduite. Et le dernier, dont on a aussi beaucoup parlé dans ces derniers jours, c'est les carburants alternatifs. Du coup, combien de CO2 émet l'énergie que je vais consommer? Et ça, il y en a plein qui ont été évoqués, le B100, l'HVO, l'électrique, etc. Voilà, du coup, ça, c'est une littérature scientifique qui a été pas mal popularisée par un chercheur qui s'appelle Aurélien Bigot, du coup, je le crédite. Et ça permet également de clarifier ce débat entre sobriété et technologie. Comme vous voyez, en fait, les 3 premiers leviers, c'est principalement des leviers de sobriété ou d'optimisation. Et les 2 derniers, c'est technologie. En vous spoilant, il faudra jouer sur les 2. Voilà, si on a envie d'atteindre des accords. Merci beaucoup pour ces éclairages. Nous allons retourner en mer dès à présent. On va essayer d'appliquer l'équation de Kaya avec notamment le report modal, peut-être. Donc avec vous, Olivier Barraud, est-ce que déjà, dans un premier temps, pour les personnes qui ne connaîtraient pas très bien le transport vélique, pourriez-vous nous expliquer en quoi consiste le transport vélique, quelle est la maturité peut-être de ce segment, les flottes qui existent, mais aussi les typologies de marchandises et de contenants peut-être qu'on peut trouver à bord? Alors le transport vélique, c'est voilà, comme le nom le dit, c'est utiliser la force du vent, qui est bien plus efficace et étonnante que ce qu'on pense. Pour schématiser, si vous prenez par exemple une éolienne, donc là on sort un peu du domaine maritime, une éolienne de 2,3 MW, c'est une éolienne qui a un rotor de 90 mètres de diamètre. Chaque seconde, donc il y a finalement une masse d'air qui passe dans le rotor. Et à chaque fois, je pose la question, pour un vent de, 40 km/h, qui est un vent très très classique sur une éolienne, quelle est la masse du cylindre d'air qui passe par seconde dans une éolienne? Alors, vous avez une idée? Donc, ce sont des éoliennes qu'on voit absolument partout. Chaque seconde, dans un rotor d'éolienne, il y a 100 tonnes d'air qui passent. 100 tonnes. Donc on ne se rend pas compte, mais en fait la masse volumique finalement de l'air combinée à son mouvement génère une énergie cinétique qui est finalement très très conséquente. Donc avec le vent, on peut faire plein de choses. On peut déplacer des navires, on peut produire de l'énergie, on peut faire de la musique avec un saxophone évidemment, mais on peut faire énormément de choses. C'est quelque chose d'assez magique. Et il ne faut surtout pas se priver, évidemment. Donc pour le naval, on a plusieurs technologies pour faire avancer les navires, mais qui reposent toutes en fait sur le principe de l'aile, finalement. L'aile d'un avion et l'aile d'un navire, ou la voile d'un navire, c'est le même principe. C'est un intrado, un extrado, et ça génère une portance. Donc pour des questions de distance, en fait, que met l'air à parcourir... l'intrado et l'extrado qui lui est un peu plus long, ça crée une dépression, enfin bref, voilà. Un avion et un navire, c'est en fait la même chose. Donc on a plusieurs technologies en France, on a des technologies ailes, double surface, on a même des rotors, ça peut marcher, on a des voiles classiques, des voiles tissus, et on a des voiles rigides, type solid sail par exemple, parce que nous on va sans doute utiliser sur le Grand Sail 3. Donc tout ça forme en fait un ensemble de solutions assez intéressantes. Et dans le monde aujourd'hui, on a à peu près 69 navires marchands qui sont équipés d'ailes, soit pour de la propulsion vraiment très, très directe, c'est-à-dire des purs voiliers, soit pour de l'assistance vélique. Donc alors j'ai oublié les kites également. Les kites, ça peut également marcher. C'est un peu touchy, mais ça peut fonctionner. En tout cas, il ne faut pas laisser tomber l'une ou l'autre des technologies aujourd'hui. On va avoir besoin de tout ça plus tard si on veut respecter les objectifs de l'OMI qui sont à 2050, je le répète, d'être zéro émission nette. Donc on l'a vu sur la courbe que tu as montrée là tout à l'heure. Les courbes, elles sont très belles. Ça descend, il faut arriver tout en bas. Sur un PowerPoint, ça marche très bien. Dans la réalité, il faut quand même s'accrocher sévère pour réussir à atteindre ces objectifs. Donc, ça reste très, très challenging quand même.
Mais ce que tu as montré tout à l'heure, c'est exactement ça. Hein. C'est parfait. On a pas mal en France d'équipementiers. On a 3 usines, Ocean Wings à Caen. On a Solid Sail à Lanester, CWS à Saint-Nazaire. Donc on a vraiment des équipementiers. On a les chantiers de l'Atlantique, voilà, qui sont derrière tout ça. On a 8 armateurs donc, qui exploitent déjà des navires. On a 16 néo-armateurs. Alors, ce sont des gens qui deviendront peut-être armateurs un jour, mais qui, en tout cas, ont des projets, qui essayent de développer tout ça. Et le chiffre d'affaires visé par ces équipementiers en 2030, c'est à peu près 1,6 milliard d'euros. Donc, ça commence à constituer quand même quelque chose d'assez impactant, avec à peu près 1000 emplois aujourd'hui qui travaillent donc, sur ces projets. Et en 2030, sans doute à peu près 3000 emplois créés. Donc, c'est une filière qui est en plein développement et qui, j'espère, va finir par performer. La France est en tête aujourd'hui. Le challenge pour la France, ça va être de rester en tête. Parce que la France a quand même quelquefois tendance à être très précurseur, lancer des trucs et se faire doubler un peu bêtement par la suite, parce qu'on n'est pas capable en fait de miser véritablement. On va faire les choses un petit peu, mettre un petit peu de sous, et généralement ça marche pas. Donc attention à ça. Et donc justement, de manière un peu plus concrète, on voyait la courbe tout à l'heure de Charles. Concrètement, quel gain de gaz à effet de serre, puisque c'est l'objet de cet échange, permet le transport vélique par rapport au transport maritime traditionnel? Et est-ce qu'on pourrait se dire que c'est simplement, voilà, on remplace un moteur par une voile et voilà, on fait la différence? Est-ce que c'est aussi simple que ça? Alors non, ça dépend du projet évidemment, ça dépend de ce qu'on fait. Est-ce que c'est du rétrofit, c'est-à-dire de l'adaptation sur un bateau existant à moteur où on va rajouter des voiles, ou est-ce qu'on conçoit vraiment un navire intégralement pour en faire soit un navire hybride, voile moteur, soit un pur voilier? Les différences sont relativement énormes. La problématique principale étant que sur des navires existants à moteur, la carène, c'est-à-dire la forme de la coque, et les appendices qui existent, donc gouvernail par exemple, enfin safran sur un navire à moteur, ne sont pas forcément adaptés à la voile, voire absolument pas. Donc un navire à voile, c'est la combinaison d'une carène vraiment conçue pour la navigation, pour empêcher, grâce à ses plans anti-dérive, de déraper finalement sur l'eau par la poussée du vent sur les voiles. Et donc tout ça génère en fait des différences évidemment assez importantes. On va aller de 5 à 20% à peu près d'économie carbone sur du rétrofit. Compliqué, c'est pas évident en fait. On va arriver peut-être à 40-50% d'économie carbone sur des navires hybrides. Et on peut monter à 70, 80, voire plus de 90% de réduction carbone sur des navires dits purs voiliers. Mais pour arriver en fait à ces économies carbone qui doivent se comparer, et tu le disais tout à l'heure, à des navires marchands moteurs actuellement qui, pour les plus gros, en émissions de CO2 par tonne transportée et par kilomètre, ne sont pas si émissifs que ça. On est autour des 10 grammes, voire un petit peu moins pour les meilleurs. 10 grammes de CO2 par tonne transportée par kilomètre. Si on veut être plus performant que ça, donc avoir 90% d'économie, il faut se trouver autour du gramme ou autour des 2 grammes. C'est un vrai challenge. Et si vous voulez construire un pur voilier cargo, comme nous on l'a fait, il faut vraiment se lever tôt en fait. Et il faut être extrême dans ses choix. Il faut être vraiment radical. Et dès qu'on commence à faire les choses de façon un peu approximative ou un peu à moitié en se disant oh, ça va bien passer, je vais mettre par exemple des voiles à enrouleur parce que c'est plus facile à opérer. En navigation, on dit souvent voile à enrouleur, navigue au moteur. Et c'est le cas parce que les voiles à enrouleur, c'est on-off en fait sur des gros navires. Soit qu'elles sont sorties, soit qu'à partir de 30-35 nœuds, on ramasse tout. Donc là, on ne peut plus décarboner. Donc la façon dont on conçoit le gréement avec de la prise de riz, c'est-à-dire il faut avoir des plans de réduction de voilure pour pouvoir naviguer dans des vents très faibles, dans des vents forts, dans des vents moyens, mais également dans des vents très forts. Donc là, on arise les voiles. C'est de la navigation de base, comme tu le disais, Lalou, tout à l'heure. Les règles n'ont pas changé. Il faut, si on veut faire du pur vélique et si on veut décarboner, des gréements très performants. Voilà.
Merci beaucoup pour cet éclairage. Donc revenons un petit peu à terre quand même, puisqu'on l'a soulevé tout à l'heure. 89% du volume de marchandises est transporté par la route aujourd'hui en France. Donc quelle alternative à cela? Le fret ferroviaire, toujours en report modal, pour reprendre l'équation de Kaya, peut-être une solution. Quel est l'état des lieux du fret ferroviaire en France, Mathieu Lahaye? Quelles sont les différentes options, modèles aussi qui existent? Quelles typologies de marchandises peuvent être transportées? L'état des lieux, on en a parlé vite fait tout à l'heure, il n'est pas très bon, puisqu'on est à peu près 2 fois en dessous de la moyenne européenne en report modal, en fret ferroviaire, alors qu'on a un réseau qui est plutôt dense et qui permettrait de faire mieux. La bonne nouvelle, c'est que le marché du ferroviaire se développe plutôt bien avec des entreprises, notamment du secteur privé, qui arrivent sur le marché depuis l'ouverture à la concurrence et qui innovent beaucoup. On bénéficie aussi des gains technologiques qui peuvent exister ailleurs en Europe, notamment avec des nouveaux modes, comme on a pu voir ces dernières années naître, d'autoroutes ferroviaires avec des wagons qui peuvent prendre un peu tout type de matériel routier, et donc qui facilite quand même le report modal grandement. Donc ça c'est en train de se déployer petit à petit sur le réseau français, et c'est plutôt intéressant. L'autre bonne nouvelle, c'est qu'en gros il y a très peu de marchandises qui ne sont pas compatibles avec le train, dans le sens où on a même des containers où on peut mettre des semis sous température dirigée, on peut transporter, et nous-mêmes d'ailleurs on en fait une bonne partie de flux sous température dirigée sur le train, de produits frais, voire d'ultra frais. En fait, c'est qu'une question de volonté, et c'est vrai que l'économie française s'est beaucoup développée autour du transport routier et du camion, parce que c'est un outil ultra performant qui coûte relativement pas cher, qui est facile à mettre en œuvre, qui, quand il est en panne, on trouve facilement une solution pour le remplacer. Quand il y a des accidents ou un bouchon sur une route, il y a un itinéraire bis. Enfin voilà, c'est ultra souple et relativement peu coûteux. Alors, ça dépend de quel côté on se place, bien sûr, mais c'est pas très cher. Et ça, c'est ce qui a permis à l'économie française, européenne, mondiale de se développer aussi. Maintenant, je pense qu'on est arrivé au bout du système, et il faut se poser d'autres questions pour l'avenir et se dire comment on peut faire mieux et différemment demain. Et donc pour faire mieux, il faut aussi donner envie. Et donc, quels sont les intérêts du fret ferroviaire par rapport au transport routier, justement? On en a parlé, bien sûr, il y a l'économie carbone, l'économie de CO2, mais pas que, parce qu'il y a aussi tous les autres polluants qui peuvent être dégagés par un camion thermique, en tout cas. Donc ça c'est un extrême bénéfice. En plus, pour pousser un peu plus loin, mais sur un peu le même phénomène que ce qu'expliquait Olivier, il y a un phénomène technique qui est une locomotive, c'est du fer sur du fer, et donc ça a beaucoup moins de résistance au roulement qu'un pneu sur la route. Donc déjà, même en énergie consommée par tonne transportée, on est sur quelque chose qui est extrêmement performant. Donc ça c'est vraiment intéressant, et les autres gains, ils sont sociétaux majoritairement, puisque vous avez tous plus ou moins l'habitude de voyager en voiture ou sur les routes, en tout cas, et on peut voir dans nos villes les embouteillages, la congestion routière, le risque d'accidentologie, même en conditions de travail pour nos conducteurs. On arrive vraiment au bout du système avec des parkings qui sont saturés, on ne sait plus où garer les camions, on ne sait plus comment bien accueillir nos conducteurs. C'est un métier qui est dévalorisé et qui est en crise de vocation, comme d'autres d'ailleurs, mais on a un vrai problème d'attraction sur ce métier-là. Donc oui, mettre des camions sur le train, utiliser des modes de transport alternatifs, on retire des camions de la route, on diminue le risque d'accidentologie, on diminue la pénibilité au travail, puisque les trains circulent la nuit, et donc on diminue le travail de nuit aussi, et tous les risques qui vont avec.
Donc les gains, ils sont assez gigantesques. Okay. C'est une réponse aussi à la pénurie de main-d'œuvre, c'est ce que vous vouliez dire également du transport routier? Oui, tout à fait. Sur un train en France, globalement, je schématise, parce qu'on peut faire des trains un peu plus longs sur certains actes, mais un train, ça fait 750 mètres. On peut mettre l'équivalent de... Après, on est limité un peu par le tonnage aussi, mais on peut mettre l'équivalent de 45 à 48 camions par train. Donc... c'est autant de conducteurs qu'on peut libérer à d'autres tâches, et c'est vrai que nous on a le transport combiné rail-route. Le but du jeu, c'est que la majorité du trajet se fasse sur le train, mais ça garde la souplesse du camion, dans le sens où les premiers et derniers kilomètres sont opérés par des camions, et donc pour un chargeur ou pour un destinataire, il y a très peu de différence. D'ailleurs, notre travail, c'est de rendre ça le plus transparent possible, que ce soit en termes de délai, de qualité, etc. Et donc, sur ces pré- et post-acheminement, un conducteur a un taux de productivité qui est quand même assez fort, puisqu'il peut faire 3 à 4 rotations entre l'arrivée et le départ du train. Donc, on maximise aussi le taux de chargement d'un conducteur. De nombreux intérêts supplémentaires, et c'est vrai qu'on ne peut pas forcément parler de congestion routière sur la mer, mais j'imagine qu'il y a d'autres intérêts aussi au transport maritime autres que celui des gains de gaz à effet de serre. Est-ce que vous pourriez nous détailler un peu tout cela, Olivier Barraud? Oui, alors l'intérêt du maritime, évidemment, c'est la massification. On peut transporter d'énormes quantités de fret finalement sur la mer. Donc, si on le fait efficacement, on va pouvoir diminuer les émissions de CO2. Mais on aime bien essayer de présenter la problématique en fait de l'effet tunnel un petit peu du CO2. C'est-à-dire qu'on a tendance à se focaliser sur ces émissions de CO2. Globalement, au niveau de la planète, il y a évidemment bien d'autres problématiques, quelquefois même plus conséquentes, comme l'effondrement de la biodiversité. Enfin, c'est un sujet un peu side, mais à notre discussion, mais c'est hyper important. Et pour le maritime, en tout cas, les émissions de SOx, de NOx, et également le bruit en fait dans les océans, ça c'est quelque chose qu'on comprend de plus en plus, qu'on a tendance finalement un petit peu à minimiser, à dire bah, ça va, on fait un peu de bruit, oui, mais c'est pas catastrophique. Sauf que 60 000 ou 80 000 navires avec tous des hélices qui tournent, y compris des hélices absolument gigantesques, pose des problèmes, par exemple pour les cétacés évidemment, et l'homme se comporte comme il se comporte finalement partout dans les écosystèmes. Il vient semer sa pagaille et générer une pollution absolument énorme. Donc l'avantage des navires à voile, c'est qu'ils suppriment vraiment tout ça, et surtout si on va sur des purs voiliers. Le bruit dans l'océan, il est réduit à quasiment rien. Les SOx, les NOx, il y en a quasiment plus non plus. Et ça marche très bien. Et ça permet quand même de transporter des quantités assez importantes de marchandises. Mais je reviens aussi sur ce que disait Charles tout à l'heure. Il ne faudra pas oublier en cours de vouloir transporter moins. Nous, on préconise vraiment le transporter mieux ou consommer mieux et consommer moins. Vraiment tout par-delà. Les plus gros leviers sont quand même sur la consommation. Et donc le transport de marchandises et la révision du mode de l'économie mondialisée, de la relocalisation, etc. C'est vraiment un ensemble de choses. Mais le naval fera son job. Et dernière chose, c'est que le vent n'est pas une énergie en fait qu'on vient pomper sur un autre usage. En fait, le vent, il y en a partout. Quand on fabrique par exemple on appelle ça les biocarburants, ils n'ont rien de bio, hein, ce sont des agrocarburants. J'essaye de préciser ça donc systématiquement. Lorsqu'on vient produire donc de la culture énergétique pour produire par exemple des agrocarburants, on vient potentiellement taper dans ce qui nous sert simplement pour bouffer le midi ou le matin ou le soir. Donc on ne pourra pas tout faire en fait évidemment avec ça. Donc il faudra d'abord économiser, avoir des systèmes de plus en plus performants pour vraiment, pour ceux qui restent, accepter d'utiliser par exemple des carburants alternatifs. Le vent n'a pas cet inconvénient-là. Le vent, il y en a partout. On peut mettre des éoliennes, on peut utiliser des navires à voile et on ne vient pas piquer l'énergie à un autre. Hein. Il y en a suffisamment. Voilà.
Alors, on a fait le tour, je crois, de tous les avantages et bénéfices des alternatives. Maintenant, on va essayer peut-être de lever les freins, parce qu'en face de nous, nous avons des transporteurs et des chargeurs. Notamment, alors par rapport au fret ferroviaire, Mathieu Lay, on parle surtout du fret ferroviaire pour la longue distance, mais est-ce que c'est aussi une solution pertinente pour la courte distance? Et surtout, la question qui brûle toutes les lèvres, est-ce que le transport de marchandises ferroviaire peut être compétitif en coût par rapport au fret routier? L'un va un peu avec l'autre, où la première question suit un peu la deuxième, dans le sens où, alors techniquement, on peut faire un trajet de 10 km en train, c'est faisable, on n'est pas obligé de, il n'y a pas de problème technique en face de ça. Après, c'est l'équation économique qui est importante, et je pense que on le vit un peu en ce moment, depuis la guerre en Ukraine, l'inflation, etc. Les vrais sujets, on parle beaucoup moins d'environnement, on parle beaucoup plus de pouvoir d'achat, de maîtrise des coûts, etc. Et donc, on a fait quelques pas en arrière là-dessus, en tout cas. Et donc, il faut absolument que les modes de transport alternatifs soient compétitifs. Sinon, c'est des efforts qui peuvent être vains. Et donc, il faut absolument qu'on travaille sur des solutions de productivité, qu'on sorte des solutions qui sont cohérentes, pertinentes avec ce que demande le marché, parce que il y en aurait plein d'autres, des solutions pour mieux transporter ou mieux faire les choses demain, mais si elles sont pas en face de ce que le consommateur final demande ou veut, ça va pas fonctionner. Et donc pour ça, il faut que en transport combiné rail-route, que le trajet ferroviaire il soit relativement long, mais en gros, c'est sûr qu'à l'échelle régionale, à aujourd'hui, vu le prix du transport routier, on a du mal à se positionner. Même si on parle d'un Rennes-Paris, par exemple, c'est compliqué. Alors à date, puisque il y a quand même pas mal de choses dans les tuyaux, alors qui auraient dû peut-être déjà sortir et qui sont pas sortis, mais c'est sûr que le transport routier ou le gasoil ou le carbone n'est pas suffisamment taxé, peut-être. En fait, il faut qu'il y ait un mécanisme fiscal d'incitation ou de système de bonus-malus, peut-être, qui existe sous un certain format, mais pas suffisamment, pour rendre d'autres modes de transport un peu plus compétitifs. Donc peut-être que dans les années à venir, Rennes-Paris, ce sera cohérent économiquement. Aujourd'hui, c'est vrai que l'ordre de grandeur, il faudrait que minimum le trajet ferroviaire il soit autour de 500-600 km, et plus il est long, plus on amortit les charges fixes du coût de démarrage d'un train qui est assez conséquent. Et l'autre levier, c'est la massification. Donc plus on met de volume, plus on optimise le taux de remplissage d'un train, mais comme un camion, ça c'est relativement logique. Plus on arrive à être performant économiquement. Tout ça, c'est des questions aussi de coût de l'énergie, parce qu'on a pu le voir dès que l'électricité s'était envolée. Une locomotive, ça consomme énormément d'électricité, donc les leviers tout de suite ils sont assez importants. Mais à date, nous en tout cas, on se bat et on fait tout pour que le transport combiné rail-route il soit à des prix équivalents à la route. Alors ça se joue à quelques pourcentages en plus ou en moins, parce qu'il y a des coups on arrive à être plus performant aussi. Mais c'est important, parce que sinon, on reste une entreprise avec un devoir des obligations de rentabilité pour survivre, donc on peut pas faire n'importe quoi non plus. Et donc ça marche que si on est compétitif, et ça on se doit de le faire, que ce soit sur le plan économique, sur le plan de la qualité, de la performance en général. Oui, vous voulez rebondir sur la partie. Tu veux rendre finalement le système plus équitable. En fait, moi, c'est ce que j'entends, et c'est ce que j'essaye de défendre. Pour un peu fixer les idées, 1 litre de pétrole, c'est 10 kWh. Et je raconte souvent ce truc parce que c'est vraiment très très important de comprendre ça. C'est à la base de tout. 10 kWh pour 1 litre, c'est quoi? Si vous devez pédaler sur un vélo avec une dynamo pour produire cette quantité d'énergie, vous allez pédaler 5 heures par jour pendant 3 semaines.
C'est extrêmement long. C'est énormément de travail. Vous allez sortir au bout de 3 semaines, vous serez fit, ça y est, il n'y a pas de problème. Donc ça montre qu'il y a énormément d'énergie dans un litre de pétrole. Et le deuxième point, c'est que comme je suis un gars sympa, si vous avez produit mon énergie pour mon propre besoin, je vais vous verser évidemment votre salaire après 3 semaines d'un dur labeur. Et donc je vous verserai 2 euros, qui est le coût d'un litre d'essence. Et donc en disant les choses comme ça, on comprend l'incroyable efficacité du pétrole et son coût quasiment nul. D'autant plus nul que, comme le disait Mathieu, on ne taxe rien de ce qui est la pollution engendrée par ce pétrole, ce qui rend évidemment le système doublement inéquitable. Non seulement c'est pas cher à la base, ça pollue, mais en plus on ne taxe pas la pollution. Les avions qui, par exemple, émettent à peu près 1000 grammes de CO2 par tonne et par kilomètre transporté, ne sont quasiment pas taxés en fait, et tout va bien, et on continue à défendre ce modèle. Et en comparaison du train ou d'un navire à voile, c'est un rapport de 1 à 1000 quelquefois, donc 1 à 100 ou 1 à 1000. C'est pas équitable, très clairement c'est pas équitable. Si on veut que le modèle bouge, il va falloir rééquilibrer quand même un peu les choses et accepter de payer le véritable coût de transport en fait, qui tient compte des externalités négatives engendrées par le pétrole. Le pétrole, on va de toute façon devoir apprendre à s'en passer. Et donc, il va falloir faire ce qu'il faut pour que mécaniquement, on y arrive. Merci pour ces précisions. Alors, avant de passer aux questions, une dernière question pour Charles Dubuis, pour aussi vous pousser à passer à l'action. Quelles aides existent en faveur du report modal ? Ouais. Du coup, effectivement, il n'y a pas concurrence déloyale, je suis 100% d'accord. Il existe quand même quelques programmes qui permettent d'aider les chargeurs et les transporteurs. Les transporteurs, j'en parlerai pas trop, il y a des aides, mais j'en parlerai pas trop, je parlerai plutôt des chargeurs. Il y a 3 grands programmes. Il y a un premier programme qui est faire un diagnostic, savoir combien son plan de transport émet, et commencer à créer une feuille de route. Ça s'appelle Fret 21, mais ils sont en fin de programme, voilà, c'est gratuit pour les chargeurs. Le deuxième, c'est savoir quels flux sont éligibles au report modal. Où est-ce qu'on peut faire du train? Où est-ce que c'est intéressant de le faire? Et du coup, là, il y a un autre programme qui s'appelle Appel d'air. Vous poussez votre feuille de transport. On vous dit les flux qui sont éligibles pour du report modal. S'il n'y a pas de flux existant, étant donné qu'ils ont une base de données, ils peuvent dire bon, on a plusieurs chargeurs qui sont intéressés sur ce flux-là. Ça se trouve, on peut mutualiser. Ça se trouve, une ligne peut se créer. Voilà. Et le dernier, c'est un accompagnement technique, formation, financement. Un petit peu ce que tu disais, c'est notamment quand on commence à faire du report modal, c'est souvent plus cher au début, et à la longue, quand on commence à mettre des volumes, quand le système commence à se développer, on s'y retrouve. Mais du coup, au début, il y a un surcoût, et du coup, l'État aide les chargeurs qui veulent se lancer là-dessus à payer ce surcoût sur les premières années, et du coup, à un petit peu lisser cette transition. Voilà. Mais j'en parlerai pas trop. Si vous voulez creuser ces points qui sont un peu techniques, il y a l'AUTF qui est un peu expert de ces sujets-là et qui pourront vous en parler. Ils ont un stand 172, je crois. Voilà. Merci Charles. Eh bien, je crois que là, nous avons toutes les informations en main pour se lancer. Je vais vous laisser la parole pendant environ 5 minutes. On peut prendre quelques questions s'il y en a. Et si vous n'en avez pas, j'en ai. Merci beaucoup. J'ai une question, Jérôme Le Tumontois, donc Top Logistique. J'ai une question pour Mathieu Lahaye. Mathieu, je voulais savoir, j'imagine que le nerf de la guerre aussi pour le report modal et tout ce qui est transport par le rail, c'est les lignes qui sont sur le territoire déjà national. On ne parle même pas d'Europe, mais sûrement. Qu'est-ce qu'il en est? Est-ce que vous avez, vous, au titre de l'aide, des projets de développement? Est-ce que vous opérez sur des lignes déjà, vos propres lignes? Est-ce qu'il y a des projets vous-même? Est-ce que vous avez des projets de racheter ou d'exploiter des lignes déjà existantes en les réhabilitant? Enfin, où on en est là sur la cartographie, on va dire, de ce territoire en France notamment? Oui, c'est une bonne question. Le réseau, il est géré par une entreprise qui s'appelle SNCF Réseau. Donc ça a été comme Enedis gère le réseau d'électricité. C'est le même schéma. Le but du jeu, c'est de répondre à l'ouverture à la concurrence et donc de proposer le même accès au réseau à n'importe quel acteur. Ce qui est sûr, c'est que pourquoi aussi la France est en retard par
par rapport à la moyenne européenne sur le développement du fret ferroviaire, c'est parce que je veux pas, peut-être 99% des investissements ont été faits pour le voyageur, avec notamment le développement des lignes LGV, etc. Qui, alors moi, un peu peut-être provocateur, ou en discutant avec nos amis de la SNCF, je leur dis mais les LGV elles sont pas utilisées la nuit, ça a coûté des milliards d'euros à construire, pourquoi nos trains ils peuvent pas rouler sur les LGV? Ah bah là, qu'est-ce que j'ai pas dit, c'est le sacro-saint LGV qu'il faut pas toucher, mais c'est un vrai sujet. Par exemple, c'est une aberration technique, c'est qu'on a des lignes qui ont coûté une fortune à produire, qui servent à rien, qui sont des accès qui déroutent, qui contournent même les agglomérations, et qui pourraient rendre beaucoup plus performant le transport ferroviaire. Maintenant, voilà, un train de marchandises, c'est vu comme quelque chose qui pourrait tout casser, qui pourrait dégrader trop fortement les LGV, peut-être, et sûrement techniquement d'ailleurs. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas eu beaucoup d'investissements de fait sur le réseau secondaire. Et aujourd'hui, on en paye un peu le prix. Alors, il y a beaucoup d'efforts qui est fait pour rénover ce réseau secondaire et faire en sorte qu'il soit performant demain. Mais c'est vrai qu'il y a certains tronçons, on en discutait il n'y a pas encore longtemps, où il y a des caténaires qui datent d'après la guerre, des poteaux de 1950, etc. Bon, ils ont vécu pas mal de choses. Et ça crée des soucis pour faire circuler les trains de façon plus importante. Malgré tout, il y a une capacité de transport qui est énorme. Le principal sujet qu'il peut y avoir à droite et à gauche, c'est le fait qu'il y ait pas mal de lignes qui ne soient pas électrifiées. Alors après, il y a des solutions alternatives qui arrivent, comme soit des locomotives bimode qui peuvent aussi bien fonctionner à l'électricité quand il y a des caténaires, ou en thermique quand il n'y en a pas, et qui permettraient de passer un peu sur d'autres itinéraires et rendre plus performants aussi ces technos. Soit des locomotives hydrogène qui commencent à apparaître aussi, et qui pourront peut-être répondre aux besoins demain. Donc voilà, après... Aujourd'hui, la question elle revient souvent, mais il n'y a pas de problème pour moi de capacité d'absorber des volumes supplémentaires sur le réseau en France. On a encore beaucoup de marge. Il y a peut-être un problème d'infrastructure, de construction de terminaux pour faire les transbordements du camion au train et vice-versa. Mais encore, il y a beaucoup d'initiatives privées qui se font, et on commence à mailler quand même pas mal le territoire pour répondre à la demande. Donc voilà un peu l'état des lieux. Je voulais juste rajouter sur la problématique coût dont on parlait tout à l'heure. Ça dépend de la façon dont on regarde finalement le problème. Nous, on propose des solutions, c'est-à-dire on est armateur, toi tu es transporteur, l'État, via les politiques, essaye d'aider. Il ne faut pas oublier les chargeurs non plus. Les chargeurs ont un rôle absolument central également dans le développement de toutes ces solutions en pré-acheminement, post-acheminement, transport à la voile, etc. Mais il faut changer un peu la façon de regarder les choses. Nous, on est notre propre chargeur finalement chez Grain Sail depuis le début. On sait que la voile coûte plus cher pour les raisons qu'on a évoquées tout à l'heure. Le pétrole coûte quasiment rien, etc. Il n'est pas taxé sur ces pollutions. Mais cependant, lorsqu'on regarde objectivement les choses, sur une tablette de chocolat Grain Sail que vous achetez, le surcoût du transport à la voile, pour une tablette qui coûte à peu près 3 €, 3,50 € avec l'envolée des cours du cacao aujourd'hui, le surcoût du transport à la voile, c'est à peu près 15 centimes d'euros. Donc, est-ce que c'est un sujet finalement ? C'est absolument pas un sujet, tout le monde s'en fout. Le seul qui va éventuellement s'alarmer, c'est le DAF de l'entreprise. Si vous allez voir un chargeur, vous lui dites, bah voilà, au lieu de payer tel coût, tu vas payer 1,5 fois ou 2 fois plus cher. Le DAF, il dit, ah non, moi j'ai pas du tout le budget, mais rapporté à l'unité produit vendu, le client final, qui est quand même celui qui paye à la fin, on lui dit, ah, tu vas payer 10 centimes de plus ton parfum ou je ne sais quoi. Le client final, il s'en fout. Il s'en fout complètement. Donc en fait, ça c'est un vrai sujet. Il faut accepter de payer le tarif juste finalement pour le transport maritime. Et il ne faut pas forcément s'adresser à un DAF pour obtenir la décision. C'est une direction souvent, c'est une décision de direction générale.
Et c'est une décision stratégique pour l'entreprise et qui va pouvoir d'ailleurs en parler et dire voilà, nous on accepte de payer un peu plus cher, mais finalement ça ne représente pas un effort conséquent pour le consommateur final. Donc soyons courageux et ambitieux. Oui. C'est ça ? Ok, très bien. Eh bien, je crois qu'on va pouvoir s'arrêter là. Un grand merci pour votre écoute attentive et merci à tous les trois d'avoir participé à ces échanges. J'espère qu'ils vous auront été inspirants et vous donneront envie. Voilà, merci beaucoup. Bonne fin de salon.